De Marie-Océane à tout le monde. Bonjour. Ben oui, bonjour Marie-Océane. Vous êtes où aux Pays-Bas? Oui, moi je suis aux Pays-Bas, à Utrecht. Ah Voilà. Utrecht. Bon, c'est bien. La ville où j'ai enseigné pendant 35 ans. Ah, très bien. Voilà, C'est sympa en tout cas ici. c'est sympa, hein? Voilà. Le- C'est le site- grand, mais pas trop de monde. Ça va, c'est sympa. Mhm. Et vous travaillez là ou? Oui, 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 je travaille en télétravail. Non, moi, j'ai fait, en fait, mon VIE, je l'ai fait en Allemagne. Et je travaille, voilà, sur normalement Amsterdam et maintenant télétravail depuis Utrecht, bien sûr. Voilà. D'accord, donc vous êtes un VIE. Voilà, ancienne VIE, mais d'Allemagne. Très bien, J'ai migré aux Pays-Bas. voilà. Alors bienvenue. Merci beaucoup. Alors ici en ligne, donc vous avez Sophie, qui est notre Bonsoir. notre experte de ce soir, et Ah, Pierre, qui est notre gestionnaire et technique Bégueux. Bonsoir. qui organise tout. Madeleine Van Sreen, qui est professeure à l'Université de Leyde, au département de français, et qui est spécialiste de littérature, on pourrait dire du XVIIIe siècle surtout. Voilà. Mathieu, c'est Mathieu Vontron, j'imagine. Voilà, bonsoir Nicolas. Bonsoir Michel. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Christine. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Pierre, où est-ce que tu es? Tu m'as remis comme co ou pas? Je te remets un instant. Bonsoir Ine. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue. Merci. Ça marche pas avec les... Voilà. Nicolas, vous êtes aussi vous êtes aux Pays-Bas ou? Oui, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon français parce que mon français n'existait pas. Et donc, je m'excuse. Alors, mais j'habite à Amsterdam, je suis argentin et italien aussi. Et je suis part de Italia Viva, que c'est le parti de M. Renzi, je suis sûr que vous le connaissez. Et aussi, je suis un membre de notre parti libéral démocrate ici aux Pays-Bas. Et aussi, je suis membre de Marche, parce que pour moi, le futur européen, c'est le même pour tous. Donc, je suis vraiment intéressé à vous écouter ce soir. D'accord, merci. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Christine et tout le monde. Voilà. Et bonsoir Tanguy. Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Bien. Alors, est-ce qu'on attend encore une minute avant de commencer ou c'est juste 20h30 là maintenant? Oui, Oui, 33. On peut peut-être commencer. Ouais. Alors, Sophie, où est-ce qu'elle est? Je la vois plus. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir Michel. Bonsoir. Super. Bon, alors bonjour Sophie, merci d'être avec nous ce soir pour nous informer et nous aider à comprendre la situation politique et le fonctionnement des pouvoirs dans notre pays de résidence, notre pays d'adoption. Un sujet très actuel dans cette après-élection législative où 150 personnes viennent d'être élues à la deuxième chambre parlementaire, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Sophie, vous êtes française par votre mère, vous êtes néerlandaise par votre père, donc binationale, biculturelle et bilingue. Nicolas vient de nous dire qu'il est aussi bi quelque chose, mais Italie-Argentine. Voilà. Comme nous le sommes très nombreux aux Pays-Bas. Vous êtes journaliste politique,
correspondante de BNR, radio d'actualité néerlandaise. Et si vous habitez à Amsterdam, vous travaillez au cœur de La Haye et vous vivez au rythme de l'actualité. Alors, quelle est cette actualité? Pouvez-vous nous éclairer sur les élections, sur l'après-élection et sur le processus de formation du gouvernement? Je ne sais pas où commencer parce qu'on est dans une crise totale depuis les élections. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais les élections se sont bien passées. Mais depuis, il y a quand même un petit scandale autour du Premier ministre Mark Rutte. Et il y a un manque de confiance. On a essayé de former un gouvernement, faire un début. Ça a tout à fait échoué. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais j'ai peut-être trop de choses à raconter là-dessus. Mais on peut commencer Déjà peut-être par les élections, par les élections. montrer la caractéristique de ces élections avec un nombre de partis absolument incroyable qui montre la vie, la démocratie politique aux Pays-Bas. Oui. Déjà historique, je pense que voilà, on a 17 partis politiques au Parlement. Et donc, il y en a des tout petits, un siège, plusieurs, en fait, 3 sièges. Et il y a le parti de Mark Rutte, de VVD, hein, les libéraux, qui ont remporté les élections, suivis par les démocrates de D66. Ce qu'on voit, c'est oui, en fait, un paysage politique très, très compliqué, un peu comme en Belgique peut-être. Ça devient à chaque fois plus compliqué, plus de partis, des partis de plus en plus petits. On avait déjà un gouvernement de coalition avec 4 partis jusqu'en mars. En ce moment, on aura besoin de 4 ou 5 partis pour former un gouvernement. Et je pense que historiquement, les Pays-Bas sont un pays très, voilà, il y a toujours eu beaucoup de différences entre les groupes. Il y a eu les protestants, les catholiques, il y a différentes églises protestantes qui ont leur parti politique. Donc, ça a toujours un peu compliqué. Mais aujourd'hui, il y a une polarisation qui s'ajoute à ça. Il y a les pro-européens qui ont en fait gagné les élections, les démocrates et le parti de Volt, qui est entré pour la première fois avec 3 sièges. De l'autre côté, il y a l'extrême droite, plusieurs partis politiques, donc non seulement PVV de Geert Wilders, en même temps Forum voor Democratie de Thierry Baudet, et un nouveau parti, il y a 21, donc il y a 21, qui est plus voilà, de droite classique, mais quand même assez populiste et très anti-européen. Donc là, c'est devenu très compliqué. Et maintenant, on est dans une phase, comment chercher, trouver une majorité et faire, on est dans une crise. Mais bon, ces élections, elles ont eu donc un résultat original, mais ce qui est caractéristique des Pays-Bas pour là, c'est qu'à la suite des élections législatives, donc avec une nouvelle chambre, on va avoir un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, il n'est pas nommé comme en France, par le président de la République qui choisit un Premier ministre et le Premier ministre va former un gouvernement. Aux Pays-Bas, on a un roi, on a un Premier ministre qui émane de la majorité législative et voilà, ce gouvernement va être dirigé par quelqu'un qui est issu de la Chambre. Oui, de cette coalition. Donc, plusieurs partis doivent se mettre d'accord sur un programme et donc, en général, le parti le plus grand aura le Premier ministre. Donc, en général, en ce moment, ça serait VVD Mark Rutte. Bon, en ce moment, il y a une crise autour de Mark Rutte. En fait, depuis le mois de janvier, le gouvernement est tombé. Donc, on a
pas beaucoup de confiance en lui, mais lui, il aimerait toujours devenir le Premier ministre. Donc, tout ça, c'est un processus de plusieurs mois de formation. Et si on se met d'accord, voilà, c'est le Parlement qui choisit le Premier ministre, en fait. Voilà. Et Donc, c'est le roi qui fait l'installation. C'est plutôt symbolique, qui a très peu de pouvoir, mais qui est au-dessus des partis, qui fait partie, en fait, du gouvernement. Le cabinet van de Koning, ça s'appelle. Donc, le Premier ministre, les ministres et le roi. Avant, c'était la reine Béatrice, mais aujourd'hui, c'est un roi. Oui. Et justement, le pouvoir du roi a-t-il évolué ces dernières années par rapport au gouvernement? Un peu, dévalué plutôt. En fait, c'est le parti des 66 qui a voulu que le roi ait moins de pouvoir, surtout dans ce début, dans ce processus de coalition, de formation. Avant 2012, c'était le roi, en fait, qui faisait ce qu'on appelle le verkenning. En français, c'est quoi déjà? L'éclairage ou l'éclairage qui invitait les leaders des partis. La prospection, on pourrait dire, qui prospecte les possibles. Oui. Quelles sont les possibilités? Qui est exclu? Souvent, dans ce pays, le Geert Wilders de PVV est exclu. Par exemple, Mark Rutte de VVD ne veut pas avec Geert Wilders. Voilà. Est-ce qu'il voudrait les Verts ou pas? Donc, le roi, en fait, c'était la reine. Avant 2012, c'était la reine Béatrice qui était responsable de ce premier processus. Mais on a diminué le pouvoir du roi. Donc, Willem-Alexander, il a moins de pouvoir politique. Il ne faut pas oublier que les Pays-Bas, au fond, c'est un pays républicain. C'était une république, je pense, la plus vieille république de l'Europe. Quand la France était une monarchie, nous, c'était la république. Et je pense qu'on l'est toujours un peu. On n'est pas très monarchiste. Ce n'est qu'après Napoléon, au 19e siècle, que cette famille royale a été installée, tout comme en Belgique. Donc, dès 66, les démocrates sont plutôt républicains, donc le deuxième parti maintenant des Pays-Bas, et c'était leur idée de diminuer le pouvoir du roi, ce qui est le cas maintenant. Il n'a que le pouvoir d'installer un gouvernement, et pour le reste, voilà, c'est une représentation symbolique. Mais c'est vrai que lorsque Mark Rutte a remis la démission de son gouvernement, il est allé voir le roi et remettre sa démission au roi, n'est-ce pas? Il y a toujours une signature, oui. Ouais. Chaque ministre aussi passe par le roi. Donc voilà, son rôle est là. Mais je pense qu'il n'a pas le droit de s'exprimer là-dessus, sur cette politique. C'est toujours le gouvernement qui est responsable, en fait, de ce que dit le roi. C'est le Premier ministre, Mark Rutte, qui est responsable du roi. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du roi qui est parti en Grèce en octobre. C'est Mark Rutte qui a dû se pardonner. Finalement, le roi l'a fait aussi, mais c'est la responsabilité du Premier ministre. Donc, oui, c'est très intéressant en fait. Donc, la formation du gouvernement, elle est en général assez longue. Ça peut durer des mois. Alors que juste après les élections, on pensait que la formation serait courte dans la mesure où il y avait des résultats assez importants pour les 3 premiers partis. Donc, on pensait que ça pouvait aller rapidement. Mais donc, vous avez dit qu'il y avait d'abord un verkenner, un éclaireur, et puis ensuite un informateur et ensuite un formateur. Vous pouvez nous expliquer ces concepts ou cette... Aujourd'hui, l'informateur, c'est un monsieur qui s'appelle Herman Tjenk Willink de PvdA. 79 ans. Oui, alors ils ont échoué le processus, alors ils ont choisi encore une fois Herman Tjenk Willink. C'est le monsieur qu'on appelle quand il y a un problème avec la formation du gouvernement. Un monsieur je pense qu'il est
depuis Den Uyl des années 70. Il a fait ce travail. Donc, on lui fait confiance. Et bon, lui, donc il a invité la moitié des partis aujourd'hui. Demain, ça sera Rutte et Kaag des 66, etc. Hoekstra, Celia qui passent chez lui pour parler des possibilités. Lui, en fait, il a donné une conférence de presse hier soir pour nous dire je veux partir du contenu. Donc, quels sont les problèmes en ce moment économiques, les problèmes peut-être climatiques. Donc, il veut en fait partir du contenu et pas parler des hommes politiques, des femmes politiques. Après, il veut voir. Après, bon, la grande question, c'est en ce moment qui veut créer un gouvernement avec Mark Rutte en ce moment, après le scandale des allocations familiales. Est-ce qu'il y a assez de partis qui ont envie de gouverner? Donc, Cenk Willink, l'informateur, il a 3 semaines pour écrire un reportage. Alors, il y aura un débat après au Parlement, parce que c'est le Parlement, en fait, Cenk Willink, l'informateur, travaille pour le Parlement. C'est le Parlement qui a le pouvoir en ce moment. C'est une période très intéressante. Il y a bien sûr le gouvernement démissionnaire, mais qui fonctionne sur la crise Covid. Donc 3 semaines après, on choisira un formateur. En général, ça devrait être le leader du plus grand parti politique. Ça pourrait être Mark Rutte. En ce moment, je ne pense pas que ça sera Mark Rutte. Ça pourrait être Sigrid Kaag des 66. Oui, à cause de cette crise contre Mark Rutte. Si vous avez suivi un peu, donc le formateur est responsable pour le processus. OK, pendant des mois, quel sera notre plan pour l'avenir? Voilà, il va négocier avec les autres partis ce que l'on appelle un regeringsakkoord, n'est-ce pas? Oui, et en fait, aujourd'hui, on nous a parlé on veut un tout petit regeringsakkoord. En ce moment, le Parlement veut plus de dualisme, plus de démocratie, plus de transparence. Et tout le monde à la Haye aujourd'hui dit on veut un petit regeringakkoord, juste quelques pages, pour redonner le pouvoir au Parlement après cette crise. Donc, ne pas préparer tout à l'avance, mais sur chaque sujet, en gros, on peut se décider, bon, on va aller là-bas, réduction au CO2, Green Deal, par exemple, à Bruxelles. Mais pour les détails, ça sera probablement le Parlement qui décidera. Donc, on espère que ça va marcher, mais c'est l'idée de Herman Cenk Willink en ce moment. Donc, la Chambre se positionne en force sur un plan de gouvernement, sur un projet de gouvernement, n'est-ce pas? Oui, et le problème, bien sûr, aux Pays-Bas, c'est qu'on a toujours besoin de majorité. Oui. Très large, très large. Et le grand problème, déjà aujourd'hui, avec l'ancien gouvernement, c'était qu'il n'y avait pas de majorité au Sénat. Donc, ce que les ministres faisaient, par exemple, Walter Koolmees, le ministre du Travail, à chaque fois, il a fait un accord sur les retraites, pensioenakkoord. C'était très compliqué, ça a duré une dizaine d'années. Il doit aller au Parlement, chercher les majorités au Sénat avec le soutien des Verts, GroenLinks, PvdA, les socialistes, sociodémocrates. Donc, c'était compliqué. Ça sera compliqué, probablement, dans l'avenir, parce que le Sénat est tellement... il y a tellement de partis politiques. Donc, même si tu as la majorité au Parlement, pour passer au Sénat, c'est une autre réalité encore. C'est ça, parce que les lois sont d'abord élaborées et votées à l'Assemblée, à la Tweede Kamer, à la deuxième chambre, puis elles passent au Sénat, et ensuite elles reviennent à la Chambre. Oui, voilà. Quel est le rapport ou quelle est la relation
comment fonctionnent les pouvoirs entre exécutif et législatif, c'est-à-dire entre le gouvernement, le chef du gouvernement et les chambres, que ce soit la première ou la deuxième. C'est exactement le débat, la question qu'on se pose en ce moment. Donc, pendant 4 ans, les partis au Parlement, donc CDA, VVD, D66 aussi, D66, et ChristenUnie, c'était un petit parti chrétien. En fait, ce qu'ils faisaient, les leaders se réunissaient le lundi au ministère pour parler qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va décider cette semaine-là, avec Rutte et plusieurs ministres. Donc, en fait, ils faisaient un deal le lundi, le vendredi, au Conseil des ministres, c'était réglé. Le débat au Parlement ne servait à rien, presque. C'était déjà conclu le lundi. Ouais. Et ça, en fait, on n'en veut plus. C'était pas du tout démocratique, en fait, ce qui se passait. Aujourd'hui, on parle de monisme. Donc, au lieu de dualisme, donc une chambre qui contrôle le gouvernement, c'était moniste, en fait, le système. Tout le monde se réunissait. Il n'y avait pas un débat politique, critique. Par exemple, sur le scandale des allocations familiales et toutes ces familles qui ont été écrasées par le gouvernement. Et après, il y a eu un problème de transparence. Le Parlement, surtout Peter Omtzigt, un parlementaire, demandait des documents, des preuves, les décisions politiques, juste les papiers, tout ce qui se passe derrière ce scandale. Ça a été caché pendant des années par ce système, le gouvernement, les fonctionnaires qui sont derrière. Donc, ce système doit changer. Et je pense que tout le monde est d'accord. Rutte, il y a 2-3 jours, il a accepté, oui, je veux rester et je vais changer ce système, si je peux rester. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un pseudo-pouvoir, disons qu'on fait miroiter à la Chambre son pouvoir et que finalement c'est le gouvernement qui décide? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça ou... Ouais. Oui, c'est la critique en ce moment. Oui, le pseudo-pouvoir. Ouais. Oui, et je pense que comme D66 est devenu deuxième pour la première fois dans l'histoire, eux, bon, ils se disent démocrates, ils n'accepteront plus. Donc, je pense qu'avec Sigrid Kaag, ça devrait changer. Bon, on l'espère. Parce que toute la campagne a été axée sur justement le changement de façon de mener. Exactement. Nieuw leiderschap. C'était la campagne de Kaag. Ouais. On veut le faire différemment. Est-ce que c'est possible? Changement de pouvoir. D'abord, c'est une femme. Je pense qu'elle agira différemment de ces hommes chefs de gouvernement. Mais est-ce que c'est vraiment possible de changer Parce que quand même, c'est extraordinaire cette la caractéristique démocratique de la vie politique. On a des élections à la proportionnelle, on a des scrutins de liste. C'est quand même une façon de donner le pouvoir au peuple. Oui, le système paraît très démocratique, mais on a bien vu les dernières années qu'il y a une plus grande partie de la population qui se sent exclue. Il y a eu des petites révolutions quand même. Il y a beaucoup de populisme. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas représentés au Parlement. Voilà. Et je pense qu'à La Haye, on commence à se faire des soucis. On a vu des trekkers, des paysans qui ont plus ou moins attaqué le Binnenhof. Et on voit en même temps, tout le monde le sait, tout le monde le dit, que en fait, les riches et les pauvres, il y a un problème en fait il y a un trou. Il y a une différence de plus en plus large entre
ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont rien dans ce pays. Et c'est un risque pour la politique aussi. Des gens qui disent que je ne me sens pas du tout représentée. Qui se sentent exclus. Ils se sentent exclus, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que, bon, c'est assez extraordinaire la nouvelle chambre avec je ne sais plus combien, 69 nouveaux membres. C'est un renouvellement extraordinaire. Non pas tellement par l'âge, je crois que c'est à peu près... En même temps, c'est un risque qu'il y a des petits partis qui ont peu de physiquement, de personnel, de gens pour faire le travail. Je pense qu'un parlementaire a peut-être deux fonctionnaires qui travaillent pour lui. Donc, s'il y a beaucoup de partis politiques, ils ont peut-être moins de pouvoir de contrôler le gouvernement. Ils ont moins de possibilités parce que, voilà, avec un fonctionnaire ou deux, voilà, il y a Sylvana Simons de Bayern qui est seule. Oui, mais c'est extraordinaire. Elle a pris la parole à la Chambre de façon extrêmement posée. Oui. C'était étrange, c'était très en contraste avec les manifestations justement des tracteurs au Malieveld. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est une chance, c'est une possibilité, mais le risque, c'est que, voilà, est-ce qu'on a assez de connaissances au Parlement pour contrôler le gouvernement? Oui. Je pense qu'en général, dans ce pays, un parlementaire reste 6 ans. Oui. Très peu. Au début, tu dois apprendre le travail, comment faire. Et tu as peut-être besoin de quelques années pour apprendre le métier. Oui. Sylvana Simons, elle a de l'expérience. Elle a déjà fait ce travail à Amsterdam. Donc, elle a beaucoup d'expérience. Et c'est une femme très puissante, je crois. Oui. Oui, elle est impressionnante dans ses prises de position, je trouve. Ouais. Et les petits partis, petit parti Volt, en tout cas, qui est entré à la Chambre, parti pan-européen, D66 qui est aussi pour un développement de l'Europe. Donc, on a peut-être un infléchissement des accents politiques en ce moment. Qu'est-ce qui est en jeu dans le débat politique? L'Europe, la terre agricole, justement, le climat. Qu'est-ce que vous pensez qui va faire l'enjeu des négociations pour la coalition à venir? Oui, bien sûr, le climat. Je pense que, s'il y aura un Green Deal l'année prochaine, ou peut-être cette année, non, il y aura un soutien. C'est bien clair. Rutte l'a dit. Donc, les pays soutiendront le Green Deal. Mais bon, la pratique, c'est qu'on est très en retard et on a eu depuis quelques années, 2 ans, la crise en français, stickstof, ça s'appelle comment? Ouais. C'est l'azote. C'est l'azote, oui. La crise de l'azote qui a beaucoup compliqué la situation dans notre petit pays. Il y a beaucoup de paysans, beaucoup d'animaux. Je pense qu'on est le 2e exportateur de viande du monde. C'est vraiment incroyable. Après l'Argentine, peut-être? Oui, peut-être. C'est un tout petit pays. Donc, on a des problèmes, des gros problèmes de construction dans le bâtiment à cause de cette crise, mais en général, le logement, surtout pour les jeunes, c'est un des crises les plus importantes des années prochaines. Et je pense que, on ne trouvera pas la solution directement. Après, il y a le marché du travail. C'est un problème qui va durer longtemps. Le fait qu'on a 1,2 personnes qui sont ZZP, indépendants, qu'il y a beaucoup de jeunes avec des contrats flexibles. Donc,
il y a une insécurité sur le marché de travail dans ce pays qui est assez problématique. Et on voudrait changer les lois, ça va durer longtemps. C'est en ce moment la responsabilité de Wouter Koolmees. Donc c'est ça, travail, logement, climat et bien sûr la réforme des taxes, du toeslagensystem. Hein, entre autres, bien sûr, les allocations, tout ça. On veut tout changer. Ça sera compliqué parce que le fisc a déjà des problèmes extrêmes et ne fonctionne pas bien. En même temps, il y a un débat sur est-ce qu'on taxe les riches, de vermogensbelasting, où les gens travaillent. Dans ce pays, le travail, donc travailler, c'est relativement taxé. On paye quand même pas mal d'impôts. Travail, oui. Mais oui, donc par exemple, box 3, si tu as beaucoup d'argent ou de propriété, l'impôt sur moins taxé. L'impôt sur la fortune. Oh non, l'impôt sur le. C'est un. Je sais pas comment on dit ça. Oui. C'est un tabou pour un parti comme VVD, mais au ministère des Finances, on m'a dit il y a longtemps que ça pose des problèmes pour l'avenir parce qu'on a une population qui vieillit. Mm-hmm. Donc, il y a moins de gens qui travaillent et donc, si ce sont les gens qui travaillent, qui payent les impôts, il y aura moins de revenus pour le gouvernement. C'est tout simple. Donc, ce sont des transitions et des problèmes énormes, difficiles à gérer ou trouver une solution dans 4 ans. Mm-hmm. Donc, il faut penser long terme. Et voilà, ça, c'est un risque. Mais bon, et pour l'Europe, je pense que l'Europe, Mark Rutte, en Europe, je pense qu'il est plutôt parfois anti-européen quand il parle dans sa propre campagne aux Pays-Bas, mais je pense qu'il est un peu différent à Bruxelles quand même. Il a 2 visages, il joue un double jeu. C'est ce qu'on dit, oui. Avec Sigrid Kaag, j'espère que ça va changer. Un peu. Bon. C'est très riche, toute cette présentation de... Alors, je voudrais quand même dire que vous avez écrit un livre dernièrement, Stilte op het Binnenhof, donc Silence au Parlement, qui analyse la vie politique et les prises de décision lors de l'arrivée du virus du Covid au printemps 2020. Est-ce que vous voulez... avant de passer la parole aux participants qui ont des questions à poser, dont Ine qui avait écrit qu'elle voulait poser une question et Mathieu ont des questions. Peut-être voulez-vous dire quelque chose là-dessus? Ce livre, ça part des débuts de la crise Covid, quand le Parlement a fermé et tout le monde était sous le choc. On vit dans un pays... un peu arrogant, on pense qu'on est les meilleurs du monde et on s'est réalisé que ce n'était pas du tout le cas. On a réagi un peu tard, c'était un peu lent et on décrit comment était la crise derrière les rideaux. On a interviewé les ministres, les politiciens au Parlement, les lobbyistes aussi et les journalistes. Et on a vu aussi que la démocratie ne fonctionnait plus. Il y a un recul des ministères, mais en même temps un recul des journalistes qui n'ont pas qui n'ont pas vraiment critiqué le gouvernement, mais qui ont suivi un peu les conférences de presse de Mark Rutte, qui parlait directement au peuple. Donc, on se posait la question, qu'est-ce qu'on a fait en fait pendant ces premiers mois? Et est-ce que les journalistes ont été assez critiques dans cette période? Voilà, c'est un peu, en gros, notre recherche qu'on a fait. Donc, c'était entre les mois de février et le mois d'août. Bon, là, il faudrait écrire un 2e livre, peut-être. Mais
En tout cas, c'est aussi une réflexion sur votre rôle de journaliste. Oui, oui, sûrement, sûrement. Ouais. Oui, on est toujours accusé à La Haye d'être trop proche du pouvoir, d'être trop proche des ministres et d'être trop loin du peuple. Et c'est parfois le cas. C'est souvent le cas. D'accord. Oui, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessous, hein, comment expliquer ça. Ouais. Mais je vois qu'il y a une question de Michel. Est-ce que tu veux poser ta question, Michel? Pardon, c'était au moment où vous parliez effectivement de cette fragmentation du Parlement avec une multitude de mini-partis qui sont peut-être pas très efficaces justement sous cette forme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une discussion sur un kiesdrempel, sur un seuil électoral qui permettrait justement de ne pas avoir ce genre C'est une très bonne question et je me la pose parfois. Ça serait peut-être pas mal. Et je pense que historiquement, c'est parce que c'est un tabou dans ce pays. Parce qu'avec un kiesdrempel, on pourrait exclure des partis, des tout petits partis, des protestants, des églises, des Zwarte Kousen, vous connaissez? Oui. SGP. On vit dans un pays depuis toujours un pays de minorité. Et je pense que la force des Pays-Bas, c'est que c'est un pays de minorité où les minorités ont leurs choses à dire dans la politique, qui peuvent faire la différence. Et donc, je pense que ça, c'est très essentiel. Tout à fait. C'est l'héritage de la République. Exactement. Ça a toujours été un pays. Avant, c'était les provinces, le polder. Donc, c'est toujours compliqué, ça dure toujours longtemps. Il fait toujours parler à tout le monde pendant des années pour réaliser quelque chose. C'est notre culture. Oui, du consensus, tout à fait. Mais disons qu'il semblerait qu'il y ait maintenant une atomisation encore plus grande, de plus en plus grande, enfin qui ne cesse de grandir. Et on peut se demander dans quelle mesure ça sera à la fois gérable et même... Je sais pas, intéressant. Oui. Ça devient un peu du lobbying, en fait. Hein. Je veux dire, on a 1 ou 2 sièges au Parlement pour faire son lobby pour son petit 1, et puis l'autre, si ça continue comme ça, ça va être de plus en plus ingérable. Mais c'est intéressant. Oui, mais je suis d'accord avec vous, hein, mais je ne vois pas comment, donc ça sera, donc oui, mais pour les 5%, en Allemagne, c'est 5%, je crois. Hein. Oui. Et je pense qu'ici, on a peur d'exclure certaines minorités. Par exemple, Denk, hein, la partie de Denk, c'est une partie de musulmans. Avant, ces gens-là étaient avec les sociodémocrates. Ils ont quitté le parti. Donc, je suis d'accord, oui, ça serait peut-être mieux d'être inclusif. Exactement. Mais je vais poser la question à La Haye, peut-être à D66, mais je pense que c'est un tabou dans ce pays. Oui, mais peut-être malheureusement, hein, mais... C'est contraire à la proportionnelle. Si on a la proportionnelle, on ne peut pas avoir de kiesdrempel parce que ce n'est pas logique. Hein. En France, on a un autre scrutin. Donc, quand on est dans le scrutin de proportionnel, il faut garder il faut pas qu'il y ait de seuil d'éligibilité. Je crois que ça va dans ce sens-là, non? Oui, c'est une question de principe aussi. Tout à fait, oui. Et puis, oui. On veut être inclusif. Mais bon, en même temps, ça peut devenir un... Bon, en ce moment, on pourrait peut-être former un gouvernement avec 4 partis. Ça serait encore possible, éventuellement. On espère. Pourquoi pas. Ouais. Mais si dans l'avenir, voilà, la situation s'empire, ça va peut-être devenir une question plus urgente. Ouais. On aura besoin de 7 partis pour former. Oui. Ouais. Frédéric avait aussi une question. Oui. Micro. Voilà, ça y est. Hop. Frédéric. Mets ton micro. Oui, ça y est, c'est bon. Oui, quand vous parliez des taxes depuis
quand même beaucoup de temps, on demande à Mark Rutte de faire payer les taxes aux multinationales. Donc, vous disiez, bon, on a besoin de beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de discussions qui existent déjà depuis plusieurs années. Donc, on peut se demander quand est-ce que cette décision va être prise. Est-ce que ça va aboutir? Oui, c'est ça, parce que surtout maintenant, en plus avec la crise économique due au corona, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Oui. Et taxer les grandes multinationales, c'est quand même une question qui existe depuis plusieurs années. Dans le programme de Mark Rutte, il y a surtout le Digitax. Donc, il espère que Google, etc., paieront les GAFA. en Europe. Donc, mais tout ça, il faudra régler en Europe. Oui, tout à fait. Après, il y a, donc ça, tout dépendra de la formation politique. Il y a des partis comme, donc, si on a besoin de, par exemple, les Verts, surtout les sociodémocrates PvdA, oui, eux, en fait, dans leur programme, c'est bien clair. Ce sont les multinationales qui vont payer pour cette crise. Donc là, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, ça fera partie de la discussion. Si on augmentera le VPB, donc l'impôt pour les multinationales, je ne suis pas encore sûre. Mais ça pourrait, oui, mais un tout petit peu. Ça pourrait être le cas. Mais avec Mark Rutte, ça ne sera pas énorme. Ine avait une question et Mathieu Blanchard, où est-ce qu'il est? Oui, Mathieu, tu voudrais dire? Moi, Ine. J'ai posé quelques questions et j'ai essayé de trouver mes questions à mon téléphone, mais vous avez mes questions chez vous? Oui. Oui. Je les trouve. Mathieu, attends, il faudrait que je les trouve, les questions. Je posais mes questions entre-temps. Oui, c'est ça. J'avais, par rapport à ce que vous avez dit sur la formation du gouvernement, tout d'abord, je pensais que avec les trois plus gros partis, c'était suffisant pour faire une majorité. Non. Et pourquoi? Ah bon? Ils sont juste. Non. Ah, donc c'est minimum 4 et peut-être 5, vous avez? Donc oui, donc minimum 4. Oui. Donc les trois partis ensemble, c'est environ 70 sièges. On a besoin de au minimum 76. Donc, on aura besoin d'une partie comme, par exemple, GroenLinks, ChristenUnie ou PvdA. Ça ne sera pas possible. Donc là, oui. Sinon, une autre option, ça serait un gouvernement minoritaire, un minderheidskabinet. Mais c'est compliqué. Mais ça serait une possibilité. C'est-à-dire qu'il faut chercher une majorité au coup par coup. À chaque fois, oui. À chaque fois. Mais bon, très, très dualiste, très démocratique. Ouais. Donc, et je pense qu'on invitera peut-être Jesse Klaver de GroenLinks ou PvdA, s'ils veulent, hein, mais sinon, il faudra refaire les élections. Oui, on en parle. On en parle. Ouais. Mais je ne sais pas si ça va nous donner une solution directement. Ouais. Ouais. C'est un risque. Ouais. Mathieu, tu avais une autre question encore. Oui, par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que le roi a moins de pouvoir depuis 2012, et c'était avec l'initiative de D66. Oui. Mais parce que D66 tout seul ne peut pas décider, ils ont besoin c'était dans la coalition. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez éclairer un peu? J'étais pas reporter politique à l'époque, donc j'ai pas suivi de près. Mais évidemment, c'est-à-dire donc D66 a eu le soutien d'autres partis au Parlement. Il y a par exemple un parti assez républicain, ce sont les socialistes, SP. Donc il y a non seulement sociodémocrates, PvdA, mais il y a aussi SP. Sur la gauche, il y a aussi beaucoup de partis politiques. Donc pas mal de soutien de ce côté-là. Et oui, je ne me souviens plus tous les partis qui ont
qui ont soutenu. Mais c'est pour dire que, comme je disais avant, donc dans ce pays, il y a quand même une bonne tradition républicaine. Ouais. Quand même. C'est pas toujours la majorité, hein, mais quand même, comme je disais avant à Marie-Christine, depuis le 19e siècle, on a essayé de limiter le pouvoir du roi. Le plus connu, l'homme politique le plus connu qu'il a fait, c'est Thorbecke, qui a vraiment essayé, qui a limité le pouvoir de Guillaume I, je crois. Et ça a toujours été, il y a eu une tension. Et en fait, la maison royale a été inventée. C'est une tradition inventée, comme en Belgique. Je suis républicaine, hein, donc je ne suis pas très neutre. Mais bon, c'est vrai. Tanguy levait la main, donc tu as une question? Oui, j'avais une question sur la perception qu'on peut avoir au Parlement néerlandais de la politique française d'une manière générale. Mais juste avant, je voudrais juste revenir sur la question de la représentativité donc de la Chambre néerlandaise, donc de l'Assemblée nationale, qui est quand même assez exemplaire. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des Néerlandais qui ne se retrouvent pas ou qui ne se sentent pas représentés, mais il y a une chose qui est garantie quand même, et c'est là le contraire de la France, c'est qu'ici, il y a au moins une personne sur deux qui vote, qui est représentée. Ça, c'est l'accord gouvernemental, la coalition, ce qui garantit toujours qu'au moins 50% des votants néerlandais sont représentés par le gouvernement en place. Oui. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque depuis au moins une trentaine d'années, c'est toujours 25% je dirais, des votants qui sont représentés par environ 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, donc ce qui n'est pas vraiment représentatif en France. Et je dirais que c'est surtout en France où les gens sont moins représentés, se sentent beaucoup moins représentés. Et c'est ce qui fait justement l'originalité, je dirais, de la France. Et donc ma question, c'est surtout ça, c'est est-ce que les Néerlandais, notamment les politiques, est-ce qu'ils sont conscients qu'en France, la majorité de l'Assemblée nationale n'est en fait qu'une majorité quasiment de 25%, en fait, d'un quart? Oui. Ils en sont conscients? Je ne pense pas que les Néerlandais sont... Non. En général, les Néerlandais ne sont peut-être pas au courant. Et c'est vrai que c'est un système pas du tout démocratique et je pense que ça pourrait expliquer les gilets jaunes aussi. Je pense que la frustration dans ce pays, c'est qu'il y a certains partis populistes qui sont exclus du gouvernement. Donc, par exemple, un PVV, en ce moment, Forum pour la démocratie. Donc, ils sont représentés au Parlement, mais ils n'ont pas tellement de pouvoir parce qu'ils sont toujours exclus. Comme hoe heet dat ook alweer en Belgique? Cordon sanitaire, voilà. Mais c'est vrai que la France aura besoin d'une nouvelle république, peut-être, non? La 6e, pour changer. Et la première question, je pense que nous, on voit la France plutôt comme une monarchie, plus que nous. Donc, c'est peut-être l'affaire. On voit tout. Macron, c'est le roi. Et la République, c'est nous. C'est un peu la perception, peut-être. Oui, quand même. Je ne sais pas si vous partagez cette inversion. Si, absolument, oui. Ouais. Justement, j'aimerais justement qu'on s'inspire des Néerlandais. Et donc, je comprends que ce soit difficile aujourd'hui, que vous l'avez expliqué, mais en même temps, c'est ça. C'est la nécessité quand même de construire une vraie démocratie représentative. C'est fondamental. Et là, on a des jeunes donc, de vol qui viennent d'arriver au Parlement. C'est quand même rafraîchissant, c'est intéressant. Et s'il n'y avait pas justement cette proportionnelle, ils ne seraient pas là. Donc, Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment Volt introduira le débat européen dans notre Parlement. Parce que moi, j'ai été correspondante à Bruxelles et ce qui m'a frappé, en fait, à La Haye, les politiciens, la plupart ne savent rien de Bruxelles. Pire, ils donnent toujours... C'est toujours la faute de Bruxelles. Quand il y a un problème, c'est la faute de Bruxelles. Et quand tout va bien, c'est nous qui ont réglé. Donc là, il y a une vérité qui n'est pas correcte. J'espère qu'avec l'introduction de Volt, maintenant, 3 sièges, on va avoir un reality check quand même au Parlement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas régler ici, mais il faudra élargir, voir, voilà, avoir une vue
sur l'Europe plus réaliste, plus grande, plus large sur la réalité d'aujourd'hui. Et arrêter de parler de choses qu'on ne peut pas régler. Pas tout seul. C'est-à-dire, oui, on peut, mais il faudra une collaboration européenne pour résoudre certains problèmes. Voilà, alors ça fait tout à fait le lien avec la question de Inès, n'est-ce pas? Ine. Ine avait écrit « Europe sans frontières se développe de plus en plus en ce moment vers l'Europe avec frontières. À cause de Covid-19, point d'interrogation. C'est surtout très difficile pour tous ceux qui habitent dans les régions près des frontières. Pourquoi faut-il fermer les frontières? Covid-19 n'arrête pas à la frontière. Est-ce qu'il manque des mesures européennes? Donc, c'est le lien en fait entre les politiques nationales et les politiques européennes. Je pense que la crise Covid nous a montré, expliqué qu'on a mal géré. On a très mal géré. Et je pense que nous, on a appris même aux Pays-Bas qu'il faudra faire plus ensemble en Europe. J'espère que, voilà, au moins la crise nous donnera cette solution. Faut pas oublier peut-être, et puis il y a Vincent qui avait l'autre Vincent qui avait la main, Marie-Christine depuis un moment, mais juste répondre à ça. Faut pas oublier que les États nationaux n'ont pas voulu que l'Europe gère les questions sanitaires. Donc, c'est un petit peu le retour de boomerang maintenant. Hein. On se plaint de l'Europe, mais en fait, c'était au départ les volontés du gouvernement nationaux de ne pas vouloir laisser le sanitaire de leur ressort, de l'Europe. Hein. Donc maintenant, on se rend compte qu'il faudrait peut-être que l'Europe en fasse un peu plus. Ouais. Oui, que l'Europe pourrait être la solution au lieu d'un problème. Ouais. Et c'est ça. Je pense que dans les médias aussi, on a mal vu les possibilités ou les nécessités. Le climat, peut-être ça devient un peu clair, mais d'une politique européenne. Je veux dire quelque chose. Vincent avait levé la main. Oui. Oui, bonsoir. Écoutez, moi j'avais deux questions, enfin j'ai pas mal de questions, mais j'aurais deux questions à vous poser. La première, il semblerait effectivement que suite à un certain nombre de frasques, Mark Rutte puisse être remis en cause dans son rôle de composer le gouvernement et d'en être le Premier ministre. Est-ce que justement ça ne poserait pas un énorme problème démocratique dans la mesure où quand même il a largement gagné les élections et que la politique néerlandaise tourne quand même beaucoup aussi autour de sa personne. Donc ça serait ma première question, parce que de dire que quoi qu'il ait fait, on puisse comme ça lui retirer la possibilité d'être Premier ministre ou de composer le gouvernement, compte tenu du résultat électoral, il y a quand même une réalité aussi du résultat électoral qui fait qu'il est quand même, qu'il est le grand gagnant des élections. Oui, et je pense que pour cette raison, et pour la raison qu'on est toujours dans une crise, il aura probablement le soutien de D66, Sigrid-Kaag et Hoekstra, je pense, des chrétiens démocrates. Il faudra juste ajouter peut-être un quatrième parti, mais pour cette raison, il faudra agir rapidement dans cette crise. Je pense que Rutte va continuer. Et justement, en parlant d'agir rapidement, moi, il y a quelque chose qui me frappe un peu dans les échanges que je peux avoir avec mes amis néerlandais, quand je leur dis, bon, il faut peut-être un peu que ça s'excite un peu pour la composition du gouvernement. On est quand même dans une crise majeure, la crise du Covid. On voit aussi que la gestion de la vaccination est quand même pour le moins discutable. On parle beaucoup de ce qui se passe en France. On parle beaucoup de ce qui se passe en France, mais aux Pays-Bas, c'est quand même extrêmement long. Et c'est un peu inquiétant d'une certaine manière de se dire qu'on est dans une période de transition, dans une période de crise très importante, où il faut justement qu'il mette en place une logistique énorme et de ne pas avoir de gouvernement, de se poser des questions sur la composition du gouvernement, etc.
d'une certaine manière, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a une volonté, enfin moi ma question plutôt c'était de dire, est-ce qu'il y a une volonté aussi des Néerlandais de pousser d'une certaine manière les politiques à se mettre rapidement d'accord pour former un gouvernement et régler la crise, quoi. Il ne faut pas oublier que c'est souvent le polder aussi qui décide, hein. Donc, chaque jeudi, il y a le polder qui parle aux ministres, les ministres démissionnaires. Donc, il y en a plusieurs, en fait, qui sont en train de préparer maintenant un paquet pour après le 1er juillet, le herstelplan, etc. Ça sera probablement prêt mi-mai et présenté mi-mai pour l'été. Et donc, il y a toujours un gouvernement démissionnaire qui continue. Je suis d'accord que voilà, la vaccination, ça ne se passe pas très bien, mais c'est depuis un an que ça ne se passe pas très bien, je crois. Donc, je ne sais pas si ça va faire la différence. Et bon, donc, oui, je ne sais pas. On voudrait que ça soit court. Mais bon, en même temps, il y a le polder et les ministres qui sont déjà en train de tout préparer et prolonger les paquets de soutien pour l'été. Donc, oui. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Peut-être pas. Et je pense que, par exemple, surtout les D66 de Sigrid Kaag, ils ont vraiment envie de faire la différence et d'imposer leur volonté. Donc, s'ils ont besoin de plus de temps pour avoir ce qu'ils veulent, voilà, ça va durer encore quelques mois extra. Mais c'est vrai que pour l'image de la politique, ça serait mieux d'avoir un deal avant l'été. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si c'est possible en ce moment. C'est loin l'été, hein. Malheureusement. Et comment expliquez-vous la nomination de la présidente de la Chambre des 66? Est-ce qu'il n'y a pas encore des discussions de couloir pour être arrivé à cette solution? Tout le monde nie qu'il y a eu un accord, hein, mais bon, je pense que dans mon livre aussi, on a décrit comment Khadija Arip a géré la crise, et il y a eu quand même beaucoup de débats, beaucoup de frustration. Elle a fait pas mal d'ennemis dans la Chambre pendant cette crise. Elle a été un peu autoritaire, elle a mal géré certaines choses, entre autres le déménagement du Parlement. Oui. C'est pour bientôt, c'est pour le mois de l'été. Donc il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier qu'on en avait un peu marre de Khadija Arip. D'accord. À La Haye. En même temps, oui, je pense qu'il y a toujours une politique de, voilà, on a vu hier la nuit, c'était vraiment un changement de pouvoir, hein. Il y a maintenant dans ce pays qui sont au pouvoir, et au Sénat, il y a donc le chef, c'est un homme de VVD, au Parlement, Tweede Kamer, D66. Voilà, c'est la nouvelle politique, et voilà, les partis sociodémocrates, ils étaient sous le choc hier, j'ai vu. C'était vraiment un drame pour eux. Ils ont encore perdu les élections. Ils ont tout perdu. Même Khadija Arip, ils ont perdu. Ils ont perdu Lodewijk Asscher, l'ancien chef, dans cette affaire des allocations. Donc, ils sont vraiment sous le choc, déprimés. Ouais. C'est triste, mais je pense qu'en Europe, partout, il y a un gros problème pour les sociodémocrates qui n'ont, même dans la crise, qui n'ont pas trouvé une solution pour avoir. C'était peut-être le moment pour le comeback, pour revenir. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Est-ce qu'ils ne vont pas être c'est un peu le parti idéal pour former une coalition? Le PFD, ils sont affaiblis, ils vont mettre beaucoup d'eau dans leur vin et on a besoin d'eux, donc c'est peut-être leur revanche. Là. Ils attendent, je crois, au coin du bois et on aura besoin d'eux, je crois. Donc, oui, voilà pourquoi moi je pense que ça sera plutôt les Verts, qui étaient presque au gouvernement il y a 4 ans, avec le même homme, Herman Tjeem Willink, qui était dans le processus, et qui ont quitté la table pour des raisons c'était sur la migration en fait. Et Jesse Klaver était le grand vainqueur des élections en 2017.
Et là, c'est le grand perdant. Ouais. Et là, c'est le grand perdant, mais on dit qu'il veut toujours peut-être devenir ministre. S'il ne le fait pas, ça sera peut-être après cette période exit Jesse Klaver. Parce qu'il n'a rien fait, quoi. Et il y a des 66 au gouvernement qui sont très pro. En fait, ils ont adopté la politique de GroenLinks. Des 66, ils sont très verts quand même. Donc, s'il reste dans la chambre, il sera buitenspel, comment dire, hors jeu. Hors jeu, mais il y a le nucléaire là qui les sépare quand même. GroenLinks chez D66, le nucléaire, là, c'est une pierre d'achoppement. Oui, le nucléaire. Pas d'accord là-dessus. Ouais. Oui, le nucléaire pose des problèmes. Oui. Je dois encore donner la parole à Ine, qui avait demandé la parole. Oui, je veux dire, je suis dans ma vie quotidienne pendant des années très active dans leur région, entre autres pour un syndicat et aussi au marché du travail. Et pour la future, nous avons besoin de plus en plus de personnes qui peuvent travailler dans le soin, dans des métiers, etc. Et pas seulement maintenant dans la crise de Covid, mais depuis des années, j'ai constaté que la province Limbourg n'est pas très important pour la haie. La plupart de la vie politique du pays, c'est la haie et ses environnements. Et nous avons besoin pour notre futur, pour le développement, pour le marché du travail, de collaborer avec des autres pays pour toutes les professions. Et c'est incroyable. Maintenant, je suis très convaincue après les paroles de Sophie van Leeuwen que Pays-Bas, c'est très national dans la province Holland-Sud, Holland-Nord et Utrecht. Et c'est surtout Limbourg qui n'existe pas. Et nous avons de grandes possibilités à développer une région avec des possibilités qu'on ne veut pas voir maintenant. Et maintenant, dans la crise de Covid, on constate que des personnes qui ont la nationalité néerlandaise, qui payent des taxes aux Pays-Bas et qui habitent en Allemagne ou en Belgique, ne reçoivent pas de l'argent après la fermeture de les entreprises parce qu'ils habitent dans un autre pays. Ils payent toutes les taxes, mais ne peuvent pas recevoir de l'argent. Et maintenant, depuis jeudi, en Allemagne, on peut y aller aussi pour des voyages nécessaires, mais tous les Hollandaises doivent faire un exercice Covid négatif et doivent payer eux-mêmes l'argent pour les recherches. Et d'autre part, aussi des Néerlandaises qui habitent en Allemagne et viennent travailler aux Pays-Bas doivent payer 2 fois la semaine un test. Et ce que je veux dire, ce n'est pas Europe avec Covid-19. Et une recherche de l'Université Maastricht a constaté que l'influence des voyages de personnes qui doivent passer la frontière n'est pas si grande pour agrandir les patients de Covid. Et c'est maintenant pour moi très clair que notre pays, les personnes qui habitent plus de 50 km de la frontière ne sont pas intéressées au développement européen. Oui. C'est une très... Sophie? Oui. Als het dan moeilijk is. Nee, het was niet te moeilijk. Het is goed. C'est moi ça? Qu'est-ce qui parle? Je sais pas. C'est Monsieur iPad qui parle. Monsieur iPad qui a son micro qui est branché. Un politicien. Donc oui, je pense que oui,
c'est une très bonne question et que je peux aussi emmener à La Haye. Et je sais que la question des frontaliers, non, des gens qui travaillent et qui habitent, j'en ai parlé à Wouter Koolmees, le ministre du Travail. Il m'a dit que si on autorise cet argent aux gens qui habitent en Allemagne, tous les Allemands auront accès à ce fonds. Donc, techniquement, selon lui, hein, ce n'était pas possible de payer des gens qui n'habitent pas aux Pays-Bas. Bon, mais je ne connais pas les détails de ce dossier. Mais je pense que, et surtout les tests, ça, je vais poser la question quand même à La Haye aussi. Le fait de devoir tester plusieurs fois par semaine pour pouvoir travailler et gagner de l'argent et les coûts. Et en fait, il y a ce politicien Peter Omtzigt qui habite dans la région Enschede, près de la frontière, qui devrait, qui pourrait peut-être s'engager dans votre... c'est pas le Limbourg, mais c'est... Il a assez à faire. Ce n'est pas du tout un problème. Nous avons 330 kilomètres de la frontière avec l'Allemagne et dans notre vie privée, nous avons constaté une famille qui habite à Kerkrade, qui a un magasin pour la pêche avec 3 personnes. Ils doivent 2 fois pour 3 personnes faire une test et ils doivent acheter beaucoup de poissons pour payer le test. D'accord, mais bon, c'est vrai, c'est un problème que tout le monde rencontre. Oui. Bon. Je peux expliquer l'autre problème avec les personnes qui ont des entreprises et qui habitent au Belgique et en Allemagne, ont leur entreprise aux Pays-Bas et payent tous leurs taxes aux Pays-Bas. L'argent qui peuvent demander viennent de communauté, pas de région, pas du pays, c'est le sociale dienst. Le sociale dienst peut seulement payer aux habitants de Pays-Bas, mais ce n'est pas très clair parce que le UWV, la société pour les autres, l'argent pour les personnes qui n'ont pas de travail, a délégué aux sociale diensten le TOZO pour payer. Et j'ai eu contact avec le... Parce que nous allons terminer. Je vais proposer ces sujets à la rédaction de BNR parce que je pense que ça c'est très important. Mais c'est ciblé, c'est particulier. Hein? Donc, si vous pouvez effectivement faire un relais, c'est une bonne tribune pour vous, Ine. Hein? Et un lien direct avec... voilà. Je voulais indiquer que Vincent a publié un article en néerlandais sur la crise politique des dernières semaines. Et ça peut intéresser quelques-uns de notre groupe. Et ça se trouve sur LinkedIn. D'accord. Voilà, la référence est dans le chat. Et voilà. si Sophie... Est-ce qu'il y a encore une question de quelqu'un d'autre? Je veux proposer que Sophie peut aider dans ces problèmes. Vous pouvez, Marie-Christine, donner mon adresse à Sophie. Alors, nous pouvons... avoir des contacts parce que je suis représentant pour ces personnes. Vous pouvez m'envoyer un mail avec les points très concrets et après je vais voir si je peux emmener tout ça à La Haye à la rédaction. Oui. Je le ferai en néerlandais et si Marie-Christine peut m'envoyer votre mail et je le ferai ensemble avec Ger Essers qui nous le ferons ensemble pour cette région. Merci beaucoup. Merci Ine. Est-ce qu'il y a encore une question brûlante? Oui, je pourrais réagir à ce problème des frontaliers. J'ai été frontalier moi-même assez longtemps. Les frontaliers, on est toujours vus comme des privilégiés parce qu'on mange à 2 râteliers. Van twee walletjes eten. Donc, d'un côté, on a l'avantage ici, après, on a l'avantage là. Donc, on est toujours un peu les victimes quand on a des problèmes de crise comme ça, frontalières, pour des raisons sanitaires et autres. Les frontaliers, on est toujours les premiers visés, bien sûr, parce qu'on a les privilèges des frontières. Donc, il ne faut pas s'étonner si...
Ainsi, Colmé et Cedo disent ah ben non, on peut rien faire, etc. Je crois qu'il faut être réaliste de ce côté-là. Ce sont des minorités, et malheureusement, dans les cas de crise et frontaliers, on paye la casse, souvent en premier. Ouais. Parce que dans les d'autres domaines, on est privilégié aussi, il ne faut pas l'oublier souvent. Donc voilà. Ouais. Je voulais juste réagir à ça. L'élément que Ine met en avant aussi, c'est la caractéristique des Pays-Bas qui sont un tout petit pays, avec quand même une frontière assez importante, assez longue, beaucoup de kilomètres, et en fait, l'impression que tout se passe dans le Randstad, parce qu'effectivement, il y a une concentration de population dans le Randstad, et les provinciaux se sentent peu représentés, se sentent peu entendus. Ils ne veulent pas qu'on parle des Hollanders, bien sûr, mais des Nederlanders. Et ça, c'est effectivement très, très important. Je dirais que c'est différent de la situation en France où on a Paris et le reste de la France, mais ici, on a quand même une opposition entre la province, les provinciaux et les gens du Randstad. Je crois que c'est quelque chose qui est émotionnellement très important. Ce qui est un peu grotesque, c'est que les Allemands exigent que le test que l'on présente à la frontière allemande, quand on est néerlandais, ce test doit être rédigé en français, en anglais ou en allemand. Parce que c'est vu depuis Berlin et que le néerlandais, ce n'est pas une langue importante, alors que le douanier, le policier allemand, il pourra très bien lire le certificat en néerlandais, il comprendra. Voilà, mais c'est réglé à Berlin, ça c'est au niveau donc fédéral. C'est réglé à Berlin, donc de vue de Berlin, le néerlandais c'est une langue minoritaire, donc non, c'est anglais, allemand ou français. Ça fait un peu ridicule, c'est grotesque même. Ouais. C'est très intéressant comme remarque. Encore une idée pour la haie, de tout faire en anglais ou en allemand. En français, pourquoi pas? Il y a 3 langues officielles en Europe, en tout cas pour les brevets, etc. C'est souvent français, anglais, allemand. Oui, non, c'est d'une certaine façon, il y a une certaine logique. Oui. Ah, d'accord. Vu de Berlin, oui. Et Mathieu est à Maastricht, donc, oui, non, le sujet, on va dire, de Limbourg des frontières, c'est aussi un peu le quotidien de Kiki aussi, c'est pour ça qu'elle est venue. Oui, non, ça, je vois aussi en fait, parce que je viens d'Amsterdam, mais maintenant je travaille à Maastricht. Et chaque fois qu'ils entendent mon accent, ils disent qu'en fait, je suis une Hollander et que je viens vraiment de loin. Et ça ne me dérange pas, mais pour eux, je ne suis pas en deux, en fait. Je suis vraiment différent. Je pense que dans l'histoire, le Limbourg ne faisait pas partie des provinces de la République. Vice-versa aussi. Surtout le Limbourg, c'est compliqué cette histoire. On ne se sent pas, on n'est pas très proche. Référendum à Maastricht. Dans un petit pays, d'avoir ces contrastes. Bon, alors, nous avons été plus longs que prévu, mais je crois que c'était très intéressant et très riche. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose ou nous terminons? Merci à tous. C'était très sympa de discuter ensemble, d'avoir les questions et les réflexions sur la France, l'Europe, les Pays-Bas. Et donc, voilà, les questions, j'emmène tout ça à La Haye. C'est super. Merci beaucoup, Sophie. Et nous t'inviterons très volontiers une prochaine fois pour débattre de sujets brûlants qui nous concernent tous au quotidien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ciao. Alors, à une prochaine fois. Merci à tout le monde. Ouais. Oui, merci Tanguy. Bonne soirée. Merci Tanguy d'avoir participé. Merci Vincent. Merci beaucoup à tous. Merci. Ouais. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt.